Et donc, ce matin, je vous parle pour ce soliflare de l'un de mes dadas, on peut le dire. En l'occurrence, il s'agit d'une œuvre qui se trouve au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui est l'une des œuvres emblématiques véritablement de ce musée, qui est l'une des œuvres qui ne bouge pas, elle a pu se déplacer à l'intérieur du musée, mais qui est toujours présentée, et qui, si on la décrit très simplement, est en fait une statue, donc on l'appelle la statue androgyne ou la Djenenke, je vais vous expliquer pourquoi ce nom, qui est une statue en bois qui représente un personnage, les bras levés. Alors évidemment, il n'y a plus qu'un seul bras, pardonnez-moi, qui est levé puisque le second est cassé, de même que la partie inférieure qui se fichait dans le sol. Cette statue en bois est assez particulière, non pas uniquement par sa morphologie, par son aspect, puisqu'on reviendra dans le détail sur cette statue qui représente vraisemblablement un homme puisqu'il porte une barbe, mais peut-être une femme puisque ses seins sont très longs, je reviendrai là-dessus bien sûr. Mais pourquoi cette statue est-elle spécifiquement particulière? Eh bien parce que regardez la datation. C'est une statue qui a été réalisée au Xe ou au XIe siècle. C'est donc une statue qui est paradoxalement, par rapport aux collections du musée du Quai Branly, extrêmement vieille, puisque la majorité des œuvres exposées au musée datent des 19e et 20e siècles, et pour certains maintenant même du 21e siècle. Là, on est face à une statue qui a 1000 ans, ce qui... dans les collections africaines est relativement rare, bien évidemment, et qui est un tour de force quand on considère qu'il s'agit d'une œuvre en bois. Cette statue, donc, on l'appelle la statue Djenenke, elle provient du Mali. Donc, vous avez ici la partie sud du Mali, puisque le Mali est un très grand pays. Je ne vous montre que la partie sud, et précisément cet endroit-ci que l'on nomme Pays Dogon, qui se trouve au niveau de la falaise de Bandiagara. Je vous précise que ici se trouve le site archéologique Djéné, qui donne son nom au style Djenenke, donc de Djéné. Le pays d'Ogon est une zone qui est très très bien documentée, très bien connue en France, puisque Marcel Griaule, tout simplement dans les années 1930, avec notamment la croisière en Afrique, croisière noire, va tout simplement se documenter, c'est un ethnologue, il va vivre avec les Dogons pendant un certain temps et apprendre leur système de croyance animiste. Donc le pays Dogon est bien documenté. La statue qui nous intéresse n'est pas Dogon, elle est pré-Dogon, c'est-à-dire qu'elle a été produite par la population qui se trouvait dans cette zone avant l'arrivée des Dogons. Et voici ici un village troglodyte, vous le voyez, en fait ce sont des maisons qui sont accrochées à la falaise, qui est un village utilisé par les Dogons, mais qui a été réalisé par une population pré-Dogon qu'on appelle les Télèmes. Donc en fait, les Télèmes vivaient dans le pays Dogon actuel à peu près entre le Xe et le XVe siècle, et ils ont été chassés par l'arrivée des Dogons. Quoi qu'il en soit, les Dogons ont donc repris une partie des zones d'habitation. Ils ont repris aussi un certain nombre de caractéristiques de l'art des Télèmes. Ce qui veut dire que cette statue Djenenke est probablement une statue Télème, mais on l'appelle de manière générale pré-Dogon, puisqu'on n'est pas absolument certain que ce soit Télème. Alors, on va entrer un peu dans le détail et remarquer plusieurs choses. Vous le voyez, ce personnage lève les bras au ciel, donc un bras, et sur les bras, il a une série de bracelets au niveau du poignet et quasiment à l'épaule. Il porte de la même manière, je vous le montre de plus près, une série de colliers, il y en a 3, dont un qui est équipé d'un pendentif que vous voyez ça ici, qui fait comme un W, en fait, qui représente un serpent. Ces 3 colliers avec le pendentif serpent nous indiquent que nous avons affaire à un roi.
Ce qui nous l'indique aussi, c'est la coiffure en chignon que vous voyez ici. À ces bijoux, on va ajouter des scarifications sur la poitrine et vous voyez son nombril, de part et d'autre duquel se trouvent deux personnages sur lesquels je reviendrai dans un instant. Ce geste de lever les mains vers le ciel équivaut à un signe de prière. Il s'agit en fait, pour dire les choses très simplement, de relier la terre au ciel et donc les divinités aux humains, aux mortels, tout simplement. On retrouve ce type de signe dans cette statuette de fécondité de Dogon. Alors, je n'ai pas la date, tout simplement parce que c'est une statuette qui est passée en vente dans une maison de vente et que l'objet n'a pas été daté. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez, alors évidemment là il y a une femme qui porte un enfant, puisque le principe de cette statuette c'est d'appeler la fécondité depuis les dieux, mais vous voyez qu'on retrouve ce symbole, ce geste des mains levées vers le ciel qui est primordial dans la statue qui nous occupe. Si on y revient justement à cette statue, il est un peu difficile de le voir, mais sur les tempes, je suis désolée parce que l'image ne nous permet pas. En fait, il va falloir que vous me croyiez ici. En fait, vous avez un certain nombre de réseaux de gravures dans le bois qui sont en fait des scarifications. Ce que l'on retrouve dans d'autres statues de style Genenke, avec ici, vous voyez une statue féminine. Alors, elle est dans une position très compliquée, qui ressemble un petit peu aux trois plis que l'on retrouve en Inde, même s'il n'y a pas forcément évidemment de lien. Mais on retrouve surtout au niveau du visage de cette femme, eh bien, les marques, les scarifications, alors ici sur les tempes, autour des yeux et peut-être sur les joues, quoique sur les joues, ce pourrait être non pas des scarifications, mais peut-être des peintures. Quoi qu'il en soit, ces scarifications se retrouvent dans un très grand nombre, évidemment, d'œuvres de la société africaine ou des sociétés africaines. Attention, l'Afrique est un continent gigantesque, évidemment, faire des généralisations ainsi, c'est compliqué. Mais on peut dire qu'au moins dans tout ce qui est Afrique occidentale, on va retrouver ces caractéristiques communes de la scarification qui sont un symbole d'appartenance à un groupe. Concrètement, on est scarifié à partir du moment où l'on passe une étape dans la vie, quand on devient un adulte, quand on est initié à un savoir particulier, le corps marqué est un corps qui existe. Et en Afrique, on pratique beaucoup plus largement la scarification que le tatouage, même si le tatouage existe aussi, il est beaucoup plus circonscrit qu'en Océanie, par exemple. Donc, sur notre statue africaine, on a déjà déterminé qu'il s'agissait d'un roi, en raison des colliers et du chignon, qu'il appartient bien à son peuple grâce aux scarifications. Et on va maintenant s'intéresser à un autre élément, c'est-à-dire sur la partie inférieure, le nombril, qui, vous le voyez, est proéminent. Je vais y revenir dans un instant. Je vous précise que les deux personnages que vous voyez ici représentent le peuple du roi en question qui lui rendent hommage par différents types de révérences. Vous voyez qu'ici, le personnage à gauche a un genou en terre et l'autre plié devant lui et les bras croisés sur le ventre, tandis que le second, a les deux genoux en terre et pose les mains sur ses genoux. Ces deux signes sont des signes de révérence, véritablement, de soumission au souverain, mais aussi de demande de son aide. On y reviendra. Cependant, pour ce qui concerne ce nombril, je vous renvoie à cette statue qui est aussi un chef-d'œuvre du musée du Quai Branly, qui est ce qu'on appelle la maternité Zlan. Alors en fait, on ne prononce pas son nom comme ça. Belawale Zlan, c'est son nom. Et c'est exceptionnel puisqu'on connaît le nom de cet artiste. Et que Zlan, qui se prononce Dan, est en fait un synonyme de Dieu. Donc cet artiste dont on connaît le nom, ce qui est rarissime dans l'art africain,
étaient assimilés à un dieu car on estimait que ces statues étaient comme des personnages vivants. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de cette maternité, je pourrais d'ailleurs vous en parler à un autre moment, mais j'attire votre attention vraiment sur ce nombril proéminent. Sur le ventre, vous apercevez d'ailleurs les scarifications. Pourquoi ce nombril est-il proéminent? Eh bien parce que traditionnellement, dans un grand nombre de cultures en Afrique, les mères massent le ventre de leur bébé de manière à ce que le nombril ressorte. De la même manière, au moment de la naissance, on a pour tradition de couper le cordon ombilical plus loin que ce que l'on fait en Europe, de manière à éviter les maladies, que les maladies n'entrent par le nombril alors que le bébé est tout petit. Et ce nombril proéminent, eh bien, c'est le lien physique de l'enfant à la mère. Ce qui veut dire que c'est son lien aux ancêtres. Ainsi, on est beau si on a un nombril qui ressort. Ces statues montrent donc le lien aux ancêtres, à la tradition. On est attaché à ceux qui étaient là avant nous. Ce qui me permet de déterminer en fait cette statue, c'est que nous avons un roi. Je vous le rappelle, le chignon, le collier. Les scarifications l'ancrent dans son peuple, dans sa société et très probablement, évidemment, dans son statut social élevé. Son nombril proéminent l'ancre dans son rapport aux ancêtres, aux générations précédentes, et les deux personnages qui sont en révérence devant lui indiquent le statut social du personnage. Il n'en reste pas moins qu'on est devant cette problématique d'un homme-femme ou d'une femme à barbe, ce qui pose beaucoup de questions aux enfants. Alors je sais, c'est une petite anecdote, mais je trouve que c'est très beau et que c'est en fait finalement assez proche de l'explication finalement de cet élément. Il y a quelques années, en faisant une visite à des primaires, je pense que c'était des CP ou des CE1, je les mets devant cette statue et je leur demande ce qu'ils en pensent. Évidemment, ils sont interloqués parce qu'on a des seins et une barbe. Ça, c'est quand même un peu problématique. Et un enfant me dit tout simplement, mais non, moi je sais ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui est né homme et qui se sentait pas bien, alors il est devenu une femme. Évidemment, il n'est pas question de transsexualité, d'opération de ce type-là au Xe siècle en Afrique, pas du tout. En revanche, il y a quand même cette idée de complémentarité des deux sexes. Et précisément, c'est bien un roi, mais il se fait représenter, ou peut-être est-il une forme d'idéal du roi, qui est à la fois masculin et féminin. Le roi doit nourrir son peuple comme la femme allait ses enfants. Un homme qui a des seins proéminents est donc capable de nourrir convenablement son peuple. Donc la fonction nourricière du roi est mise en avant. Et enfin, l'idée principale, c'est que dans les théogonies africaines, à l'origine, il y a un être qui est un tout et qui est homme et femme. La perfection, c'est donc l'homme et la femme en un seul être. Cette statue de Genenke, c'est tout simplement une représentation de la perfection des deux sexes unis en un seul être. Un roi protecteur qui met en lien la terre et le ciel, les hommes et les dieux, les ancêtres et les vivants, l'homme et la femme. Donc c'est vraiment cette statue, la représentation de la perfection chez cette peuplade près d'Oron, dont on retrouve des caractéristiques dans tout l'art de cette zone géographique, évidemment. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Je pourrais vous en dire un petit peu plus, évidemment, mais voilà l'essentiel à retenir sur cette statue de Genenke. Pour la suite des événements, je vous retrouverai, si vous le souhaitez, dimanche matin, excusez-moi, à 10h30, pour vous parler des appartements royaux au château de Versailles. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même style.
Aurélie vous propose le vendredi 4 juin à 20h30 de vous parler du tintoret et elle vous retrouvera le mardi 8 juin pour son prochain Soliflare, toujours à 11h et toujours gratuit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais interrompre l'enregistrement.